Madame, Monsieur, bienvenue dans InfoSoir Week-end, il est 20h15. Voici les titres de votre édition. La réforme des institutions et la lutte contre la pandémie de coronavirus au programme du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine organisé à distance. Développement et analyse dans cette édition. Comment mettre en adéquation les compétences disponibles et les opportunités de travail dans l'oriental? Réponse dans le dossier en région de cette semaine. Du foot et du kart dans la chronique de Jamal Oualem, il passera en revue l'actu sport à la veille d'une soirée spéciale consacrée à la finale du Chan au Cameroun. Le miel et l'amertume, c'est le dernier ouvrage de Tahar Benjelloun. Il nous parlera de son roman, l'histoire d'un couple hanté par une tragique disparition. Et on commence avec ce drame aussi terrifiant qu'incompréhensible, la mort de 6 membres d'une même famille, dont un nourrisson et un enfant. Les corps sans vie ont été découverts ce matin par les membres de la protection civile dans une habitation du quartier Rahma à Salé. Les détails avec Mouloudi Zindine et Salima Benabou. Ce qui s'apparentait au départ à un incendie domestique s'est transformé en scène de crime. Dans ce quartier populaire de Salé, les pompiers ont laissé place aux enquêteurs de la police judiciaire. Ici, les corps de 5 personnes, parmi lesquelles un nouveau-né et un enfant âgé de 6 ans portant des traces de blessures par arme blanche, ont été retrouvés sans vie. Pour les proches des victimes, le choc est si fort. Ma sœur habitait ici. On m'a informé ce matin de son décès, du décès de son époux, de son aîné, sa belle-fille, de leur enfant né il y a 40 jours et de leur autre enfant âgé de 6 ans. Ils étaient avec moi hier, ils sont venus dîner à la maison et sont rentrés chez eux juste après. Je leur ai demandé de passer la nuit à la maison, mais ils ont préféré partir. La sidération et l'incompréhension se lient sur tous les visages. Impossible pour les habitants d'expliquer un tel déchaînement de violence. Nous avions tant partagé. Des bons moments, les baptêmes, les mariages. La 6e personne a été évacuée par ambulance. Malheureusement, elle est décédée à l'hôpital. J'espère que les enquêteurs, à travers les investigations, vont élucider cette affaire. Au premier étage, les expertises techniques se poursuivent. Les éléments de la police scientifique effectuent plusieurs prélèvements pendant que les hommes de la PJ recueillent différents témoignages leur permettant d'identifier le ou les auteurs présumés. Sans transition, le coup d'envoi à présent du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine, une édition organisée à distance sur fond de pandémie. Représentée par le chef de la diplomatie, le Royaume a plaidé en faveur d'une plus grande solidarité continentale et d'une réforme des institutions de l'Union. Les développements avec Rizlan Taïbi, Jada Berdane et Hicham Souni. 3 champs d'action ont été définis par le Royaume pour renforcer sa résilience contre la pandémie. La conception de plans de relance économique post-Covid pour une économie inclusive, l'aide sociale dont l'accès aux soins et à la vaccination, notamment au profit des migrants et des réfugiés, et le renforcement de la coopération sud-sud et le co-développement. Et cela conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a souligné le chef de la diplomatie marocaine dans son intervention. La mobilisation et l'action solidaire de tous sont des prérequis pour surmonter les défis multiples du continent et pour atteindre l'objectif ultime de l'Afrique que nous voulons. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'octroyer une assistance en produits médicaux et de protection à plus de 21 pays africains. Nasser Bourita a également affirmé que le Royaume, en tant que membre du comité consultatif sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, appuie le processus de réforme des institutions de l'organisation panafricaine et se félicite que, grâce au leadership du président du Rwanda, Paul Kagame, et de l'engagement du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ce processus se déroule à travers une démarche exemplaire de dialogue, de co-construction et de co-appropriation pour moderniser l'Union africaine et l'outiller pour l'avenir. Et la présidence de l'Union africaine qui est désormais assurée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui a reçu les félicitations de Sa Majesté le Roi ainsi que son plein soutien pour la réussite dans ses fonctions à la tête de l'organisation panafricaine. Et à ce propos, nous recevons sur ce plateau le professeur Abdelatif Koumet. Vous êtes doyen à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales au sein de l'université Hassan II de Casablanca. Alors, premier gros dossier de ce sommet, ça a été dit, la réponse à apporter à la pandémie de coronavirus. Même si l'Afrique déplore 5 fois moins de morts que les États-Unis, il faut tout de même se préparer à affronter une deuxième vague qui pourrait être redoutable. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'Afrique est relativement préservée.
Aujourd'hui, on dénombre à peu près 3,5% en fait, sur un pourcentage mondial en termes de contamination et 4% au niveau des décès. Donc relativement ménagé, mais en fait il y a une deuxième vague qui est en train de toucher relativement d'une manière sévère quelques pays africains, d'où la nécessité d'une prudence et d'une réactivité. C'est pour cela que cette question est une priorité au niveau de ce sommet. En fait, l'élan, c'est un élan de solidarité pour plusieurs objectifs. Tout d'abord, bien évidemment, doter tous les pays africains justement de la possibilité de se vacciner parce qu'aujourd'hui la campagne de vaccination n'est pas généralisée et puis également constitue une force au niveau international en termes de négociation. On connaît un peu la compétition aujourd'hui au niveau international pour justement le recours à ces vaccins et puis bien évidemment toute la question du financement. Donc c'est toutes ces questions-là que la question de Covid est une priorité pour ce sommet. La solidarité dont Sa Majesté Mohamed VI avait donné le ton très tôt au début de la crise. Le deuxième sommet à l'ordre du jour, c'est celui d'une réforme institutionnelle pour plus d'efficacité dans les instances de l'Union africaine. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Alors, en fait, il faut revenir un peu en arrière. Cette réforme institutionnelle date de 2015. L'objectif, c'est que l'Union africaine devrait participer activement à l'agenda 2063 qui vise d'une part la croissance économique de l'Afrique et puis également un développement inclusif. Alors pour cela, bien évidemment, l'Afrique est censée tout d'abord définir mieux ses priorités, mais également améliorer sa gouvernance et son processus de prise de décision, et puis également chercher un financement durable et surtout développer une relation de coordination avec les communautés économiques africaines, qui sont au nombre de 8, pour aller vers une intégration économique globale. On sait que le dernier rapport des Nations Unies a montré que l'Afrique a un potentiel au fait de développer sa croissance 3 fois s'il développe une économie régionale. Et cela passe par une coordination entre les différentes communautés économiques qui sont au nombre de 8, et c'est également une priorité pour l'Union africaine. Merci beaucoup pour cet éclairage. Abdelatif Komet, professeur, vous êtes doyen à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales au sein de l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et parmi les chefs d'État prenant part au 34e sommet ordinaire de l'Union africaine figure notamment l'actuel président tchadien Idriss Déby, qui vient par ailleurs d'être investi par son parti en tant que candidat à la présidentielle d'avril prochain. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Jaziel Hamari. C'est devant les militants de son parti qu'Idriss Déby a prononcé ce discours. Au pouvoir depuis 30 ans, il a été investi candidat à un 6e mandat à la tête du Tchad en vue de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Une annonce qui a poussé 12 responsables de partis politiques de l'opposition à sceller une alliance électorale pour présenter un candidat unique face aux sexagénaires. Sur le tarmac de l'aéroport de Tombouctou, cet avion d'une nouvelle compagnie malienne a permis de rallier à nouveau la ville. Depuis près d'une décennie, plus aucun vol commercial ne dessert cette ville du nord-ouest du pays en proie aux violences armées. Parti de Bamako avec à son bord une délégation emmenée par 2 ministres, l'appareil a effectué en 2 heures 700 km. Mali-Maroc, c'est l'affiche de la finale du CHAN qui se joue demain au Cameroun. Dernière séance d'entraînement dans ce stade de Yaoundé pour les joueurs locaux de la sélection nationale avant d'affronter le Mali. Les hommes de l'Hussein Amouta sont déterminés à obtenir un résultat positif devant la sélection malienne. Ici, au dépôt central des vaccins de la direction de la prévention AFAN, siège du programme élargi de vaccination au Sénégal, pratiquement toute la logistique pour accueillir les vaccins anti-Covid est prête, dotée de réfrigérateurs homologués par l'OMS pouvant conserver jusqu'à -20 degrés. Le Sénégal compte lancer sa campagne avant fin mars. Et face à la pandémie de coronavirus, l'Afrique, comme une bonne partie du monde, est encore tributaire de l'accès aux vaccins. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est remonté au créneau pour dénoncer le fait que les 3/4 des vaccinations recensées se concentrent uniquement dans 10 pays. Écoutez Tedros Adhanom Ghebreyesus. À l'échelle mondiale, le nombre de vaccinations a maintenant dépassé le nombre des infections signalées. En un sens, c'est une bonne nouvelle et une réalisation remarquable dans un laps de temps aussi court. Mais plus des 3/4 de ces vaccinations ont eu lieu dans seulement 10 pays, qui représentent près de 60% du PIB mondial. Près de 130 pays, avec 2,5 milliards d'habitants, n'ont pas encore administré une seule dose, alors que d'autres ont déjà vacciné une grande partie de leur population,
qui courent un risque moindre de maladies graves ou de décès. Au Maroc, la vaccination avance à un bon rythme. Toutes les régions du royaume sont concernées, du nord au sud, comme ici dans la province de Oued Dahab, où les enseignants de plus de 45 ans continuent à recevoir leur première injection. Le récit de Rita Saha sur des images de Nizar Bouhout. Ces enseignants, directeurs d'école et autres personnels de l'éducation ont répondu présents à cet appel à la vaccination. C'est le cas de Mohamed et ses collègues qui exercent dans la province de Oued Dahab. Nous sommes venus ce matin, on a été vaccinés, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Plusieurs listes ont été établies pour cette opération de vaccination en prenant en compte l'âge des personnes concernées. Et puis nous avons été contactés pour venir faire la première injection. L'opération de vaccination des membres de la famille de l'enseignement de plus de 45 ans a débuté aujourd'hui dans la province de Oued Dahab. Elle se poursuivra sur 5 jours en plusieurs étapes. La directrice de l'Académie régionale d'éducation et de formation a elle aussi donné l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, ce sont les personnes de plus de 59 ans qui sont vaccinées. Et bien sûr, ce sont des personnes qui exercent dans l'enseignement public. À Dakhla Oued Dahab, les hommes et femmes de plus de 45 ans travaillant dans l'éducation nationale et donc prioritaire sont au nombre de 425, soit 31% de l'ensemble du personnel de l'enseignement public de la région. Et cela porte le nombre de personnes vaccinées au Maroc à 463 966 très précisément depuis le lancement de la campagne nationale il y a 10 jours. Et d'autres chiffres, ceux de la situation épidémiologique dans le royaume. Au cours de ces dernières 24 heures, 587 cas de coronavirus ont été recensés. Dans le même temps, 619 patients ont vaincu la maladie et malheureusement 13 personnes ont perdu la vie. Et malgré la pandémie, l'Oriental reste optimiste sur sa capacité à générer des opportunités d'emploi. 2 défis doivent être relevés. Embaucher les jeunes diplômés, issus de nombreux établissements d'enseignement supérieur implantés sur place, mais également freiner l'exode des compétences locales. Le dossier en région est signé Oussama Oufkir, Abdelali Amirash et Mamadou Diaye. Oujda, nouvelle destination des entreprises de relations clients. Le secteur offre des opportunités d'emploi aux jeunes de la région de l'Oriental. À peine ouvert, ce centre d'appel semble susciter un intérêt auprès des jeunes fraîchement arrivés dans le monde du travail. J'ai eu mon diplôme en 2019, puis j'ai postulé pour le poste de conseiller client. Je suis déclarée côté CNSS, mutuelle et tout. Notre ambition, c'est de contribuer à l'animation de l'emploi des jeunes dans la région de l'Oriental. À date, nous sommes déjà arrivés au bout de 3 mois à 120 collaborateurs recrutés et nous ambitionnons d'arriver à 800 postes d'emploi d'ici 3 ans, Inch'Allah. La simplification des démarches afin d'attirer plus d'investisseurs, une mission à laquelle s'attelle le Centre régional d'investissement. La digitalisation, élément incontournable à ce processus, a permis aujourd'hui de raccourcir les délais de traitement des dossiers. Cette dernière a traité ou a statué sur 288 dossiers, dont 177 dossiers ont eu un avis favorable et qui vont générer un nombre d'emplois qui dépasse les 7760 postes d'emploi avec une enveloppe d'investissement de 8 milliards de dirhams. Au niveau de la région, le programme Intilaka commence à porter ses fruits, entre autres initiatives. En 2020, la région a connu le financement de 1200 porteurs de projets pour une enveloppe de crédit de 200 millions de dirhams. Et direction Oujda, où nous retrouvons Rachid Rami. Bonsoir, vous êtes directeur du pôle Impulsion économique et offre territoriale au sein du CRI de l'Oriental. Vous avez décidé notamment de faire de votre région une destination phare de l'offshoring avec l'ambition de créer 4000 emplois d'ici 2022. Où en êtes-vous? Bonsoir. Effectivement, aujourd'hui, la ville d'Oujda se confirme encore une fois comme une destination privilégiée pour le secteur de l'offshoring et de l'économie numérique de façon générale, et ce grâce à plusieurs facteurs d'attractivité. Je cite d'abord la qualité de ses compétences, de sa grande capacité de formation et d'insertion avec plus de 30 000 lauréats par an, une infrastructure d'accueil de standing international, une très bonne connectivité aérienne nationale et internationale, mais aussi grâce à l'appui et aux incitations locales qui sont offertes aux entreprises d'offshoring qui s'installent dans la région. Aujourd'hui, plusieurs conventions ont été signées avec des grands comptes nationaux et internationaux.
Une dizaine d'entreprises sont déjà installées et opérationnelles et ont permis de créer, à date d'aujourd'hui, plus de 1500 emplois. Et nous avons tout un programme de montée en charge et de planification confirmé avec ces entreprises pour atteindre 4000 emplois à horizon 2022. Donc 1500 emplois sur 4000, je le disais, beaucoup de jeunes diplômés de l'Oriental quittent la région pour aller travailler ailleurs. Comment est-ce que vous tentez de les garder sur place et de faire bénéficier ainsi le tissu économique local de leurs compétences ? Alors certes, le mouvement des jeunes pour des bassins d'emploi beaucoup plus attractifs est un phénomène national et même international. Mais aujourd'hui, grâce à un travail de planification que nous avons pu mener, nous disposons d'un schéma directeur des investissements sur la région qui tient compte de ses potentialités et qui donne de la visibilité à la fois pour les investisseurs, pour les jeunes, pour l'écosystème de formation et aussi pour les décideurs de la région. Et donc, en citant quelques secteurs, et là encore une fois, la valeur ajoutée des incitations locales a permis de massifier les investissements sur certains secteurs. Je cite entre autres l'agro-industrie avec des niches spécifiques comme le décortiquage des crevettes et la valorisation des olives, des agrumes, le secteur des mines, des énergies renouvelables et du tourisme, mais aussi l'industrie manufacturière et de sous-traitance qui va employer beaucoup de personnes à horizon 2023. Et ce, grâce au futur complexe portuaire Nador-Westmed qui va permettre une ouverture et une internationalisation des investissements de la région. Merci beaucoup Rachid Rami. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au sein du CRI de l'Oriental. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end. Ne zappez pas. Dans un instant, l'info sportive décryptée par Jamal Oualem dans sa chronique La plume de Tahar Ben Jelloun à travers son dernier ouvrage intitulé Le miel et l'amertume, et de la musique à la fin de cette édition avec un artiste aussi prolixe que percutant dans ses paroles. Tagne nous dévoilera en exclusivité sur 2M ses futurs projets artistiques. Mais avant cela, je vous propose de prendre une bouffée d'oxygène à travers une séance de yoga en plein air. La pratique de cette discipline en extérieur aurait des vertus accrues. Cela permettrait de récupérer encore plus d'énergie et de réduire plus vite le stress. Un reportage très zen réalisé par Salima Benabou et Hicham Bahlaouen. Être en contact avec soi, avec la nature, le temps d'un cours. La lutte contre le stress du travail et l'ambiance morose liée à la pandémie est pour ces 4 jeunes femmes le moteur de la pratique en plein air. Reculer le genou un peu plus loin sur votre tapis. Notre question ramène ces yogis à la réalité. J'essaie de venir régulièrement, en général 2-3 fois par semaine. C'est vraiment mon seul moment de bien-être que j'ai dans la semaine, surtout en ce moment. On n'a pas vraiment de vie, on va au travail, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, donc c'est mon seul moment à moi de bien-être. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de garder la forme. En face de la mer, ça apporte une détente supplémentaire et une concentration accrue. Laura Habitant s'est formée à New York. Cela fait 5 ans que cette professeure de yoga se consacre pleinement à cette activité. En temps normal, ses cours ont lieu dans un studio ultra moderne. Crise sanitaire oblige, elle donne rendez-vous à ses élèves sur la corniche casablancaise, toujours en comité restreint, à chaque fois que la météo le permet. Aujourd'hui, il y a comme une certaine explosion d'envie de bien-être chez les gens. Surtout que voilà, là les gens ont envie de lâcher prise, ils ont envie de décontracter, de s'échapper, de s'évader. Et le yoga, c'est vraiment une pratique vraiment pour ça. Surtout que là, on a la possibilité de faire ça face à la mer, en plein air, et on a cette magnifique vue. Donc c'est un grand avantage. Les figures se font en fonction des possibilités de chacun. Pas question d'aller au-delà de ses limites, il s'agit surtout de lâcher prise, de quoi attirer les débutants sans pour autant rebuter les yogis confirmés. Il est d'un naturel très zen, sauf quand les Lions de l'Atlas sont en compétition. Jamal Oualem est avec nous pour passer l'infosport en revue. Bonsoir Jamal. Bonsoir Wadi. Et on commence avec la fin rocambolesque de l'affaire des droits du foot français. Et oui Wadi, le feuilleton de la Ligue 1 française de football, ce n'est pas les matchs de Ligue 1, c'est les droits de retransmission de télé de ces matchs.
Eh bien oui, la saga continue. Souvenez-vous, les détenteurs des droits, jusqu'en 2024, le groupe Mediapro ne s'est pas acquitté de ses paiements. Il a été mis hors course par la Ligue nationale de football. Les droits ont été de nouveau remis sur le marché cette semaine via un appel d'offres. Si le prix de réserve n'a pas été atteint dans un premier temps, les discussions de gré à gré ont abouti à un accord avec le diffuseur historique Canal+, un prix au rabais seulement pour cette saison. La suite au prochain épisode, Wadia. Ouais, un rabais quand même de 50%. En politique, on parle de transhumance. En foot, ça s'appelle des transferts. Et oui, Wadia, le 1er février s'est achevé le marché hivernal des transferts, comme vous le dites. Certains de nos compatriotes ont profité de cette fenêtre pour rejoindre d'autres clubs et revenir à leurs premières amours. C'est le cas de Nabil Dirar, le latéral au milieu international, a quitté le club turc de Fenerbahçe, direction le club Bruges, formation belge dans laquelle il a évolué de 2008 à 2012. Un retour aux sources aussi pour Oussama Idrissi qui rentre aux Pays-Bas, son pays natal. Le joueur du FC Séville quitte la colonie des internationaux marocains pour rejoindre le club légendaire de l'Ajax Amsterdam. Il retrouve ses compatriotes Nosser Mazraoui et Zakaria Labied. Enfin, mention spéciale à Nasser Larguet. Le coach marocain a été intronisé entraîneur de l'Olympique de Marseille après le départ du Portugais André Villas-Boas. L'ancien directeur technique national de la FRMF, celui qui a notamment repéré Youssef Nesseri, était depuis l'an dernier le directeur du centre de formation de l'OM. Il a assuré l'intérim face à Lens mercredi et demain, il s'en va défier le Paris Saint-Germain pour un classico qui s'annonce passionnant. Passionnant et très chaud, comme la finale. La preuve qu'on ne reçoit pas n'importe qui dans InfoSoir Week-end. Et oui, vous avez raison, Wadia. Il y a 2 semaines, nous avons accueilli sur ce plateau un petit génie. Il s'appelle Naïl El Gaoudi, 5 ans, pilote de karting. Il vous avait dit sur le plateau qu'il ne connaissait qu'une place, la première. Eh bien, il n'a pas menti. Le roi de la piste a cartonné cette semaine sur le célèbre circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Naïl El Gaoudi a terminé sur la première marche du podium avec plus de 3 secondes d'avance sur ses adversaires. Une vraie pépite que l'on pourrait revoir un jour en Formule 1. On l'espère en tout cas. On l'espère d'autant plus qu'il nous a promis que dès qu'il sera en Formule 1, eh bien, il reviendra ici. On se retrouve demain, Jamel Oualem, non pas pour un Actu Sport traditionnel, mais pour un suivi en fil rouge tout au long d'InfoSoir Week-end de cette finale, Jamel, entre le Maroc et le Mali, finale du Chan. Tout à fait comme ça, tout au long du journal, eh je vous tiendrai au courant et j'espère que je vous appellerai souvent. Ça voudra dire que le Maroc aura marqué beaucoup de buts. Appelez-nous que pour les buts marocains, en effet. Merci beaucoup, Jamel. Et à demain pour une soirée très spéciale. Une pensée à présent pour les proches de l'ancien sélectionneur national Abdelkhalq Louzani, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 75 ans des suites d'une maladie. Il avait dirigé les Lions de l'Atlas en 1993, ainsi que plusieurs clubs marocains, dont le Maghreb de Tétouan, le Kawkab de Marrakech, ou encore l'Olympique de Khouribga. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun. À présent, ces distinctions pour des auteurs marocains. Hier, le ministère de la Culture organisait à Rabat la cérémonie de remise du prix du Maroc du livre. Ainsi, dans la catégorie des sciences sociales, c'est El Habib Astati Zindine qui a été primé. Mention spéciale pour Abdelrahman Tmara dans la catégorie études littéraires, linguistiques et artistiques. Le jury a aussi retenu Hassan Amili et Abdelrazak Al-Asri pour leur traduction de l'ouvrage Rabat et sa région. Mohamed Aniba Al-Hamri s'est illustré dans la catégorie poésie. Enfin, le prix de la création littéraire amazigh a été décerné à Abdallah El-Mennani et celui du livre de l'enfant et des jeunes à Abdallah Darqawi. Voilà pour le palmarès in extenso. Lui a reçu le Goncourt en 1987 pour La Nuit Sacrée, en plus d'une pluie de prix pour ses autres ouvrages. Tahar Benjelloun nous revient avec ce roman intitulé Le miel et l'amertume, l'histoire d'un couple, Morad et Melika, installés dans leur routine à Tanger et victimes d'un drame dont ils peinent à se relever. Le récit nous plonge dans les travers des relations familiales avec leurs non-dits, leurs névroses et leurs pudeurs souvent mal placées. Le miel et l'amertume, c'est aux éditions Gallimard. Et Tahar Benjelloun, que l'on retrouve en duplex de Paris. Bonsoir, Si Benjelloun. Une première question concernant la 4e de couverture. Lorsqu'on la lit, je trouve qu'elle dévoile un peu trop les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Est-ce que c'était volontaire ?
Oh, c'est toujours une façon d'attirer le lecteur. Et de toute façon, le résumé est trop succinct. Il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans l'histoire, il faut partager cette histoire avec les autres. Et puis cette histoire, cette tragédie, elle se passe au Maroc dans les années 90-2000, mais elle n'est pas que marocaine. Malheureusement, c'est les viols, les incestes, les abus sexuels sur les enfants, c'est dans le monde entier. Et c'est un fléau qui, heureusement, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais je me souviens à l'époque, dans les années 70-80, au Maroc, on faisait le silence sur ça. Et le roman raconte l'histoire justement d'un pédocriminel qui utilisait un journal, soi-disant de poésie, pour attirer vers lui des jeunes filles, et dont il publiait les poèmes, et en même temps, il abusait d'elles. Et c'est l'histoire de Samia, une jeune fille très, très sensible, très discrète, seule, enfin, qui a son univers et tout, et qui va céder à cet abus, qui va être violentée par ce monstre. Et la honte étant telle, le dégoût étant tel, ne se supportant plus, elle va mettre fin à ses jours. Et à partir de ce moment-là... N'en dites pas trop, Tahar Benjelloun, vous êtes en train de tout dévoiler. On va prendre les questions les unes après les autres. Page 97, vous écrivez ceci, si je peux me permettre de vous lire. Quand Samia, donc l'héroïne dont vous parliez, venait d'avoir 1 an, et ça c'est sa mère Malika qui parle, j'ai éprouvé un intense sentiment de perte. La joie et la paix que je ressentais après sa naissance ont disparu. J'étais persuadé qu'elle allait partir, m'échapper. Je la regardais dans son berceau sourire et rire, et je pressentais qu'elle nous quitterait avant l'heure. Est-ce que vous croyez à ce genre de croyance? C'est des instincts maternels, c'est des instincts humains qui ne peut pas toujours expliquer. Mais bien sûr, on est tous, quand on aime son enfant, on est tellement inquiet que parfois on peut avoir des espèces de prémonitions qui malheureusement, parfois s'avèrent vraies. Mais dans le cas de cette tragédie, le pédocriminel n'a pas uniquement comme victime la jeune Samia, mais il a comme deuxième victime importante. C'est-à-dire la famille va être déstructurée, détruite, et c'est ça ce qui est très grave. Tahar Benjelloun, oui. Au-delà des 3 personnages que vous venez de citer, les 3 personnages principaux, que sont donc les parents, leur fille Samia, je dirais qu'il y a un 4e personnage, c'est celui de la corruption, qui nous accompagne du début à la fin du livre. Pourquoi lui avoir accordé autant de place ? Parce que ce roman est un peu la suite de L'Homme rompu, que j'avais publié il y a 25 ans, où il y a d'ailleurs Malika et Mourad qui sont dans la corruption. Et la corruption est une chose qui est tellement ancrée dans la société marocaine, et pas uniquement marocaine, qui fait que ça fait partie, bien sûr, du mode de vie de certaines sociétés. Et je sais qu'il y a une instance qui lutte contre la corruption, mais c'est très difficile de lutter contre ce fléau. Et moi, j'aime bien le mot en arabe, rishwa, ça veut dire quelque chose qui est rachis. Le bois pourri, vous dites dans le roman. Le bois pourri sur lequel on ne peut rien construire, on ne peut rien fonder. Et ce roman, il donne évidemment une image du Maroc qui n'est pas très, très flatteuse, dans la mesure où le Maroc, c'est nous, et je suis dans mon registre dans la mesure où, effectivement, quand on aime, il faut dire ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que ce fléau fait des ravages dans le pays. Et d'ailleurs, le père, qui était un homme intègre, va être obligé de faire partie de la cohorte du corrupteur, parce que c'est ainsi que ça se passe. Ces quelques vers qui donnent leur titre à l'ouvrage, c'est page 197. Les enfants du vent traversent la nuit sur des paupières des jeunes filles dont le secret est enfoui dans un fruit d'été. Il en est le noyau, le miel et l'amertume. D'où le titre. Est-ce que finalement le miel et l'amertume, c'est le goût d'une enfance bafouée? Une enfance bafouée, bien sûr. Une enfance qui aurait pu être du miel, mais qui a été achevée, qui a été détournée, qui a été abattue. Et puis, il faut dire, le livre n'est pas que ça. Il y a un personnage magnifique que j'aime beaucoup, un Mauritanien, un noir, qui va intervenir dans l'histoire, qui va apporter un peu de joie, un peu d'humeur et de bonne humeur dans ce livre, parce que c'est quelqu'un qui est venu pour traverser et partir en Europe et qui va rester au Maroc parce qu'il s'y sentait bien. Et finalement, c'est lui qui va sauver un petit peu cette famille de la détresse dans laquelle elle va être condamnée par ce monstre, qui d'ailleurs va finir ses jours tranquillement dans son lit, et on va lui faire des grandes funérailles.
Alors cet homme à tout faire un peu qui va aider la famille, vous l'appelez Viad. Viad, ça veut dire vie impossible sans, entre guillemets, amour et dignité. Une dernière question, Tahar Benjelloun. Si vous étiez critique aujourd'hui, littéraire, quel regard est-ce que vous porteriez sur votre œuvre de la plus haute des solitudes, premier ouvrage, jusqu'à celui-ci, Le miel et l'amertume? Oh, disons, je construis une maison depuis très longtemps. C'est un peu ça. Chaque livre est une pierre ou une petite pièce, mais c'est l'ensemble qui va voir. Mais c'est pas à moi de porter jugement sur ce que je fais. C'est aux lecteurs, c'est aux autres, c'est aux critiques de voir si j'ai fait mon travail de témoin de l'époque, si j'ai été sincère, si j'ai été honnête. Et ça, c'est aux lecteurs et au public de lui dire, moi, je ne fais que travailler et je donne aux lecteurs de juger. Merci infiniment, Tahar Benjelloun, pour avoir répondu à notre invitation et pour cet ouvrage, Le miel et l'amertume. C'est aux éditions Gallimard. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir, bonsoir. Au revoir, c'est Tahar Benjelloun. Culture, toujours, et musique, maintenant, avec cet artiste qui porte en lui l'identité africaine. Ilyes Tani, 24 ans, est marocain par sa mère, mais aussi camerounais par son père, né à Casablanca. Il y a grandi avant de se lancer dans le rap à l'adolescence, dans un groupe. À peine majeur, il se lance dans une carrière solo et finit par éclore aux yeux du grand public cette année avec des titres comme Fratello, Fluka ou Hustler. Son premier album Moroccan Dream est sorti il y a à peine 3 mois et il cumule déjà près de 30 millions de vues sur YouTube, sans compter les millions d'écoutes sur les différentes plateformes. Avec nous sur ce plateau, bienvenue Tani. Comment ça va? Alors je précise tout de suite, c'est pas mal poli de vous appeler par votre nom, c'est votre nom d'artiste, vous avez choisi votre patronyme comme nom d'artiste. Votre premier album s'appelle Moroccan Dream, le rêve marocain, c'est quoi pour vous? Le rêve marocain, c'est parce que pendant mon enfance, j'ai trop écouté le rêve américain, l'American Dream. Ouais. Et ça veut dire qu'ici au Maroc, toute personne qui a grandi au Maroc, ou est née au Maroc, avec le travail, la persévérance, la patience surtout, peut arriver à faire de grosses choses et peut arriver au succès au final. Alors vous êtes très présent, je le disais, sur les plateformes, plateformes musicales type Deezer ou Spotify. Ouais. C'est le modèle économique que vous avez choisi, ça veut dire quoi? Que ça ne paye plus de passer par une maison de disques? Non, c'est pas ça, c'est que en fait, les plateformes c'est plus solide que YouTube. Mais sans nier que les personnes aussi, elles aiment regarder visuellement. Donc il y a des clips sur YouTube, mais les plateformes c'est le futur. Ici au Maroc c'est le futur et Moroccan Dream c'est l'album le plus streamé au Maroc en 2020. Et ça me rend fier. Et ça me donne de la force aussi pour continuer, Inch'Allah. Alors ça marche tellement que Deezer, donc l'une de ces plateformes qui vient de s'implanter il y a quelques semaines à peine au Maroc, vous a choisi parmi les vedettes marocaines avec notamment un titre qui s'appelle Baba Noël, dans lequel vous dénoncez le racisme. Pourquoi ce titre-là et pourquoi cette thématique? Baba Noël, tu sais, dans mes sons, je parle toujours de mon vécu, de mes ressentis, de mes expériences. Et le racisme, c'est une chose que tout le monde a vécue. Et que je ne vais pas dire que j'ai vécu ça aussi, mais c'est partout dans le monde. Donc pendant mon enfance, j'ai vécu ça. Et c'est des choses que je dénonce maintenant et que je suis fier de dénoncer maintenant. Alors 2020 a été une année assez prolixe, donc avec ce premier album qui fonctionne bien. Et vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin. 2021, c'est pas un, mais 2 albums. 2 albums. Alors voilà, donc vous avez des annonces en exclusivité à nous faire sur 2M et dans InfoSoir Week-end. Ce premier album, déjà, il est prévu pour quand? Pour cette année? Pour cette année, je vais dire une date, je ne vais pas dire d'une date, mais je vais dire après Ramadan. Et c'est un album commun, c'est en exclu. Donc vous serez 2 sur l'album. Sur l'album, c'est un artiste marocain, je ne peux pas dire le nom maintenant, mais c'est un truc qui va cartonner. Artiste marocain, national, international, à dimension internationale? Un rappeur marocain. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Est-ce qu'on l'a déjà reçu dans InfoSoir Week-end? Pas encore. Pas encore. Ben voilà, ça va venir. Donc un album en duo pour après Ramadan et d'ici la fin de l'année. Un album solo, Inch'Allah. Donc ça sera 2 projets pour 2021. Il y aura plein de clips. Je peux vous dire que ça sera le double de ce qui s'est passé en 2020, Inch'Allah. Et c'est le public qui m'a donné cette force-là. Je ne pensais pas que mon premier album, il allait marcher. Donc je me dois, je suis dans l'obligation de leur donner encore plus. Donc que Dieu nous donne la force, quoi. Alors vous êtes camerounais et marocain.
C'était pas trop dur la défaite en demi-finale 4-0. Je suis avec les gagnants, moi. Non, je suis avec les gagnants. C'est comme si tu me disais choisir entre papa et maman. Allez, le jour du match, comment ça s'est passé? La demi-finale? Non, moi je suis pas. Donc, je suis pas. Tu sais, moi j'ai pas envie de prendre position, tu vois. Il se mouille pas beaucoup, Tagne. Il produit beaucoup de disques, mais il se mouille pas beaucoup au foot. Bon, demain, il n'y a pas besoin de vous demander qu'est-ce que vous allez soutenir. Demain? Pour la finale, Maroc-Mali. C'est le Maroc. Forcément. J'ai grandi, je suis né ici, donc c'est le Maroc. Bon, ben en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce Maroc qui vous inspire énormément. Merci beaucoup. Et dans lequel vous racontez vos rêves, votre quotidien, votre vécu. Et on a écouté tout au long de cet entretien l'un de vos titres. Ça, celui-ci, c'est, je ne l'ai pas reconnu. Fratello. Fonctionne super bien. Ouais. C'est des millions de vues, c'est absolument hallucinant. J'ai passé en revue les titres que vous avez sortis et c'est vraiment incroyable. Et on est vraiment très contents et très fiers pour vous. En plus, vous êtes super sympa. Merci donc beaucoup. ça ne rajoute qu'à notre plaisir de vous avoir accueilli, Tagne. Une chose à vous dire, la madre, la maman, une grande fan de vous. Ah bah, c'est et gentil. Elle regarde aujourd'hui, ça lui fait plaisir que je passe avec toi. Donc je la salue, Kabira la madre. Voilà, on salue toutes les mamans au Bousliha Rassam. T'inquiète, Olivier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Tagne, d'avoir été avec nous. Et pour finir, ces images qui redonnent confiance en l'humanité, celles des membres d'organisations non gouvernementales kenyanes qui ont sauvé une girafe de Rothschild qui était coincée sur l'île Longikaro sur le lac Baringo. C'est le 3e sauvetage du genre pour ces animaux qui s'étaient retrouvés bloqués après une montée des eaux due à de fortes pluies. Les girafes de Rothschild se trouvent depuis 2011 sur cette île pour les protéger des braconniers. Il en resterait moins de 2000 dans la nature. Voilà, il me reste à vous rappeler les principales informations de ce samedi 6 février. L'enquête toujours en cours pour élucider le crime odieux découvert ce matin dans une demeure du quartier Rahma à Salé. 6 membres d'une même famille ont été assassinés. L'Union africaine appelée à relever les défis de la lutte contre la pandémie de coronavirus et de la réforme de ses institutions, des dossiers suivis et soutenus de près par le Royaume. La promotion et la préservation des compétences locales de l'Oriental, un grand chantier mené par le CRI de la région. Vous l'avez suivi dans le dossier en région. Dans un instant, que du sport suivi d'El Messaïa présenté par Houssine Ouzik, juste après l'école des fans animée par Echo. Demain, nous recevrons l'actrice Fatem Zahra Jawhari. Rendez-vous est donc pris ce dimanche, même heure, même endroit.